Paul attrapa, avec un flair théâtral, une boîte cadeau sous la table. Les yeux de sa mère Victoria pétillaient d'une anticipation cruelle, tandis que le visage de son père se tordait en ce sourire narquois qu'elle avait appris à mépriser. « Ouvre-le, chérie », la pressa Paul, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Je l'ai fait faire spécialement. » Ses doigts tremblants soulevèrent le couvercle, révélant un t-shirt noir plié. Alors qu'elle le dépliait, des lettres blanches et audacieuses proclamaient « 6 ans de déception ». Le restaurant sembla basculer autour d'elle tandis que la prise de conscience la submergeait comme de l'eau glacée. Ce moment, cette humiliation publique, avait été planifiée depuis le début. Avec le recul, elle aurait dû le voir venir. Les fissures dans leur mariage n'étaient pas apparues du jour au lendemain, même si elle était devenue experte pour les ignorer. Paul était devenu de plus en plus distant au cours de la dernière année. Ses nuits tardives au bureau se multipliaient sans explication. Leur conversation s'était réduite à des échanges logistiques sur les factures et les horaires. L'étincelle qui les avait autrefois réunis s'était éteinte pour ne laisser que des braises froides. « Tu travailles encore tard » avait-elle demandé 3 mois plus tôt, en le regardant ajuster sa cravate dans le miroir de leur chambre. « Gros client » avait-il marmonné sans la regarder dans les yeux. « Ne m'attends pas » c'est là qu'elle avait remarqué le parfum. Pas son odeur habituelle, mais quelque chose de nouveau. Quand il rentrait après minuit, il prenait une douche avant de se coucher, prétextant que le bureau était étouffant. Elle avait accepté l'explication parce que l'alternative signifiait reconnaître que leur mariage était en train d'échouer. Leur intimité s'était évaporée. Les contacts de Paul étaient devenus superficiels, ses baisers de rapides pichonnettes dépourvus de toute affection réelle. Quand elle prenait l'initiative, il prétextait la fatigue ou le stress, se détournant pour faire défiler son téléphone, le dos tourné. Le rejet la blessait, mais elle l'enfouissait sous des excuses de pression professionnelle et de mauvais timing. Le dimanche, alors qu'ils avaient l'habitude de passer des matinées paresseuses à préparer le petit déjeuner ensemble, Paul avait commencé à planifier des parties de golf avec son père ou des brunchs de réseautage. Elle n'était pas invitée. La maison devenait silencieuse en son absence, et elle se surprenait à parler toute seule juste pour entendre une voix humaine. Nous devrions prévoir quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Avait-elle suggéré 6 semaines plus tôt, tentant de raviver quelque chose entre eux? Bien sûr, avait-il accepté avec un enthousiasme surprenant. Je m'occupe de tout. Ce sera mémorable. Le sourire sincère qui avait traversé son visage aurait dû l'alerter. Au lieu de cela, elle avait ressenti de l'espoir pour la première fois depuis des mois, croyant qu'il voulait réparer ce qui était brisé entre eux. Elle découvrit la vérité en faisant la lessive. Paul vidait habituellement ses poches, mais ce jour-là, un reçu froissé tomba lorsqu'elle jeta son pantalon dans la machine à laver. Elle faillit le jeter sans regarder, mais quelque chose la poussa à le déplier. Il provenait d'une boutique de t-shirts personnalisés du centre-ville, daté de 3 semaines plus tôt. La description indiquait « t-shirt noir, impression blanche, 6 ans de déception ». Son estomac se noua en le relisant, sans bien comprendre ce que cela signifiait. Une blague pour un ami, un cadeau gag pour quelqu'un d'autre. La date sur le reçu correspondait au jour où Paul prétendait avoir travaillé tard. Elle sentit les fondations de son monde vaciller sous ses pieds. Assise sur le sol de la buanderie, entourée de vêtements sales, elle réalisa que son mari prévoyait de l'humilier pour leur anniversaire. La pensée semblait trop cruelle pour être réelle, pourtant la preuve était là, dans sa main, impossible à mal interpréter. Ce soir-là, elle étudia Paul à table, se demandant comment l'homme à qui elle avait promis sa vie avait pu devenir cet étranger planifiant sa honte publique. Elle chercha des indices de la personne dont elle était tombée amoureuse, mais ses yeux restaient distants, consultant de temps en temps son téléphone caché sous la table. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son regard fixe. « Parfaitement » mentit-elle, répondant à son faux sourire par un sourire tout aussi faux. La révélation suivante vint d'une source inattendue. Elle avait commencé à fréquenter un petit café près de son bureau, cherchant du réconfort en terrain neutre, loin de leur maison de plus en plus tendue. Benita, une serveuse, s'était peu à peu familiarisée avec sa commande et son visage. « Dure journée ?» demanda Benita un après-midi, en posant son latte. « Dure année ?» admit-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. Quelque chose dans son ton dut résonner chez Benita, car elle hésita avant de demander. « Votre nom de famille ne serait pas Johnson, par hasard ?» La question la surprit. « Si, pourquoi ?» Benita baissa la voix. «
Je travaille aussi le week-end chez Vincenzo. Vos beaux-parents sont des habitués. Elle marqua une pause, semblant peser ses mots. J'ai entendu des conversations à votre sujet qui ne semblaient pas très gentilles. Son cœur battait à tout rompre tandis que Benita expliquait comment elle avait servi Paul, ses parents, et parfois une autre femme, pour le dîner de nombreux dimanches. Les mêmes dimanches où il prétendait jouer au golf ou être à des brunchs de réseautage. Il discutait d'une « surprise » d'anniversaire avec une excitation malveillante, précisant que cela se passerait chez Vincenzo, le restaurant italien haut de gamme que sa belle-mère adorait. « Je ne suis pas censé me mêler des affaires des clients, dit Benita. Mais ça avait l'air cruel. J'aurais voulu que quelqu'un me prévienne. » Elle la remercia, les larmes menaçant de couler. Alors que Benita se tournait pour partir, elle demanda, « La femme avec eux, pouvez-vous la décrire ?» Pommade, la trentaine, vêtements de marque. Elle n'est jamais là quand votre mari est présent, seulement avec vos beaux-parents. Benita hésita. Il l'appelle Ski. Ski, l'assistante personnelle de sa belle-mère. Les pièces du puzzle commencèrent à former une image terrifiante. Au lieu d'affronter Paul, elle décida d'enquêter. Quelque chose en elle s'était durci, une carapace protectrice se formant autour des parties blessées de son cœur. Elle méritait de connaître toute l'étendue de sa trahison avant de décider de ses prochaines étapes. Elle commença par vérifier ses relevés de cartes de crédit, trouvant des frais réguliers dans des hôtels les soirs où il prétendait travailler tard. Il y avait des achats de bijoux qu'elle n'avait jamais reçus et des dîners dans des restaurants où elle n'était jamais allée. La piste de mensonge s'étendait bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Un après-midi, pendant qu'il était au travail, elle fouilla son bureau à la maison. Caché au fond de son tiroir, elle trouva un téléphone jetable contenant des centaines de messages textes entre lui et une personne enregistrés simplement sous le nom de « D ». Les échanges étaient intimes et détaillés, incluant des plans pour leur avenir ensemble. Une fois, l'anniversaire géré, ils discutaient d'elle en des termes froids et pratiques, comme un problème à résoudre. Il se plaignait de sa cuisine, de son apparence, même de sa loyauté envers lui, transformant sa dévotion en quelque chose de faible. Lire leur conversation était comme recevoir des coups de couteau encore et encore. Chaque message était une nouvelle blessure pour son cœur déjà meurtri. Mais sous la douleur, la colère commença à gronder. Qui était-il pour la juger? Qui était-il pour planifier son embarras comme un jeu? Elle prit des photos de tout, conservant précieusement les preuves de chaque trahison. Quoi qu'il arrive ensuite, elle n'y ferait pas face sans être préparée. Avez-vous des questions sur la procédure? Demanda l'avocate en divorce, faisant glisser un dossier de paperasse sur le bureau. Elle avait pris le rendez-vous soudainement après avoir découvert le téléphone jetable, ayant besoin de comprendre ses options. L'avocate, Janet Hank, lui avait été recommandée comme quelqu'un qui gérait les divorces difficiles en toute discrétion. Et la protection financière, demanda-t-elle, en pensant à leur compte commun. Si vous voulez protéger votre argent avant d'engager une procédure légale, vous êtes autorisé à réclamer votre juste part, expliqua Janet. Je suggère de rassembler tous les documents maintenant et de transférer votre part sur des comptes séparés avant toute confrontation. Ce n'est pas cacher de l'argent, c'est garder ce qui vous appartient. La réunion dura 1 heure, durant laquelle elle expliqua les preuves qu'elle avait rassemblées. Janet écouta sans juger, prenant soigneusement des notes. Il semble que votre mari et sa famille préparent quelque chose de particulièrement cruel, dit-elle. Dans cette optique, je vous conseille d'être intelligente, pas émotive. Alors que Janet décrivait les stratégies possibles, quelque chose changea en elle. Une force froide et calme commença à remplacer la douleur confuse. Il ne s'agissait plus seulement de mettre fin à un mariage. Il s'agissait de reprendre sa fierté à des gens qui voulaient la détruire pour le plaisir. Quand elle quitta le bureau de l'avocate, tenant un dossier d'options légales, elle se sentit différente. Le cœur toujours brisé, oui, mais maintenant déterminée. La femme qui était entrée dans ce bureau était effrayée et brisée. Celle qui en sortait commençait à planifier sa riposte. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle non plus, pas encore. Mais elle savait sans l'ombre d'un doute que son toast à la liberté ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. Sa nouvelle détermination la poussa comme une femme en mission. Avec les conseils de l'avocate frais en tête, elle décida de suivre l'argent avant qu'il ne remarque quoi que ce soit. Leur compte courant semblait normal, mais lorsqu'elle examina de plus près leur portefeuille d'investissement commun, des signaux d'alarme apparurent. Depuis 3 mois, ils déplaçaient de petites sommes d'argent.
Juste assez pour ne pas attirer l'attention, vers un compte séparé auquel elle n'avait pas accès. C'est étrange, se murmura-t-elle, en faisant défiler l'historique des transactions. Un schéma se dessina, $2000 par-ci, 1500 dollars par-là. Toujours juste en dessous de la limite de notification sur laquelle il s'était mis d'accord. Les transferts avaient commencé il y a 4 mois, juste au moment où son comportement était passé de distant à secret. Elle appela leur conseiller financier, faisant comme si de rien n'était. Philippe, une petite question sur ses récents transferts depuis notre compte joint. Ce vers son compte personnel. Il a dit qu'il économisait pour une grosse surprise d'anniversaire. Philippe semblait sincèrement heureux pour eux. Il ne voulait pas gâcher la surprise en envoyant les relevés à votre adresse email commune, dit-il. Un frisson la parcourut. Bien sûr, dit-elle, je vérifiais juste les chiffres. Combien a été déplacé au total? Le montant qu'il lui annonça lui fit flancher les genoux, près de 80 000 dollars. Presque la moitié de leurs économies liquides avaient été secrètement détournées. La surprise d'anniversaire n'était pas seulement un t-shirt cruel. Il se préparait aussi à la laisser sans le sou. Elle remercia calmement Philippe et raccrocha avant que sa voix ne trahisse sa colère. Le même après-midi, elle ouvrit un compte séparé dans une autre banque et y transféra ses économies personnelles, de l'argent hérité de sa grand-mère, hors de leur compte commun. Ce n'était pas grand-chose comparé à ce qu'il avait pris, mais cela lui offrait une certaine sécurité. La recherche d'autres documents financiers la mena au grenier, un endroit qu'elle visitait rarement. Il avait insisté pour conserver leurs papiers importants dans un classeur en métal qu'il tenait de son père. Le meuble était grand, métallique et couvert d'une épaisse couche de poussière, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis longtemps. Elle trouva facilement leurs papiers d'hypothèque et leurs déclarations de revenus. Mais le tiroir du bas contenait quelque chose d'inattendu. Une boîte en carton étiquetée simplement « Famille ». À l'intérieur se trouvaient des albums photos et de vieilles coupures de journaux datant de 20 ans. La plupart montraient ses parents à divers événements sociaux, preuve de leur statut élevé dans la ville. Mais au fond se trouvait un album plus petit avec une couverture en cuir usé. Les photos à l'intérieur montraient une famille très différente de celle qu'elle connaissait. Victoria souriant naturellement, Gabriel sans son froncement de sourcils habituel, lui adolescent avec un appareil dentaire. Et à côté de lui sur presque chaque photo, un autre garçon, de quelques années son aîné. Elle retourna l'album et vit des noms et des dates écrits à l'encre passée. Paul et Damien, été 1998. Damien. Il n'avait jamais dit qu'il avait un frère. En fouillant plus profondément dans la boîte, elle trouva un article de journal avec le titre. Un étudiant local remporte une bourse complète pour Princeton. La photo floue montrait un jeune homme sérieux avec la même mâchoire que Paul, mais des yeux plus doux. L'article le nommait Damien Johnson, fils de Gabriel et Victoria, et premier de sa classe. Un autre article, daté de 3 ans plus tard, disait que, l'étoile montante de la finance, Damien Johnson, avait rejoint un grand cabinet à New York. Puis, plus rien. C'était comme s'il avait été effacé de l'histoire familiale. Elle s'assit sur ses talons, la poussière flottant dans la pénombre du grenier. 6 ans de mariage, et il ne lui avait jamais parlé d'un frère. Quoi d'autre lui avait-il caché? Vous ne connaissiez pas Damien. Madame James haussa les sourcils. Leur voisine, maintenant septuagénaire, avait vécu à côté de la famille Johnson pendant des décennies. Si quelqu'un connaissait les secrets de la famille, c'était bien elle. Elle avait apporté une tarte maison à Madame James comme prétexte pour poser des questions, disant qu'elle préparait un album de famille pour leur anniversaire. Il a mentionné un frère une fois, mais ne s'est jamais expliqué, mentit-elle facilement. Je pensais que ce serait bien d'inclure de vieilles photos d'eux ensemble. Le salon de Madame James sentait la lavande et les vieux livres. Elle posa sa tasse de thé avec un cliquetis. Eh bien, je ne suis pas du genre à bavarder. Commença-t-elle, mais cette famille a fait du tort à ce garçon. Damien était l'intelligent. Gentil aussi. Gabriel avait toute sa vie planifiée. Une éducation de l'Ivy League, puis directement dans l'entreprise familiale. Mais Damien voulait tracer sa propre voie. Selon Madame James, la rupture définitive eut lieu après que Damien eut découvert une comptabilité douteuse dans l'entreprise de son père et menacé de le dénoncer si des changements n'étaient pas apportés. Il fut complètement renié. Son nom ne fut plus jamais prononcé dans la maison familiale. Et Paul, demanda-t-elle doucement. Était-il proche?
Complice comme larron en foire en grandissant, répondit Madame James en hochant la tête. Mais Paul a toujours eu plus besoin de l'approbation de ses parents que Damien. Elle se pencha en avant, baissant la voix. Après le départ de Damien, Gabriel et Victoria ont consacré toute leur attention à façonner Paul. Lui ont dit quoi étudier, ou travailler, même qui fréquenter. L'estomac d'Annabelle se serra. Qui fréquenter? Madame James lui tapota la main avec sympathie. Ils n'ont jamais pensé que quiconque était assez bien pour leur fils restant. Quand Paul vous a ramené à la maison, Victoria a passé des semaines à dire à tout le monde que vous étiez temporaire. Annabelle grimaça au souvenir. Même votre mariage, continua Madame James. Vous vous souvenez comment ils ont insisté pour changer vos couleurs du bleu au bordeaux? Victoria a dit à ma fille que c'était parce que le bleu n'était pas assez sophistiqué pour les photos de la famille Johnson. Annabelle se souvenait très bien du changement de couleur. Comment elle avait cédé juste pour maintenir la paix. Combien d'autres décisions avaient été discrètement contrôlées par la famille Johnson? Ils contrôlent tout dans la vie de Paul, dit Madame James. Ce poste prestigieux, Gabriel a tiré les ficelles. Votre maison, c'est Victoria qui l'a trouvée. Je me suis toujours demandé quelle part de votre mariage était vraiment le choix de Paul, et quelle part était leur orchestration. Annabelle quitta la maison de Madame James, l'esprit en ébullition. Tout dans sa relation semblait soudain suspect. N'était-ce qu'une case à cocher dans un plan de vie conçu par les parents contrôlants de Paul? La dernière pièce du puzzle se mit en place 3 jours plus tard. Elle avait discrètement vérifié les emails de Paul. Son mot de passe était toujours leur date de mariage, même si elle l'avait averti de le changer. La plupart des messages étaient professionnels, mais un échange avec sa mère lui fit bouillir le sang. Tout est prêt pour samedi, avait écrit Victoria. Vincenzo confirme notre réservation pour 19 h. Gabriel pense que le t-shirt est un peu trop, mais je ne suis pas d'accord. Cette fille doit comprendre qu'elle n'a jamais eu sa place dans cette famille. La réponse de Paul fut brève, le t-shirt, c'est bien. Papa changera d'avis quand il verra son visage. Les mains d'Annabelle tremblaient de rage. Non seulement Victoria avait orchestré son humiliation publique, mais elle avait aussi été celle qui avait insisté pour le cruel t-shirt. Et Paul avait accepté, sans hésitation. Un email de suivi incluait un reçu de la carte de crédit de Victoria. Il montrait le paiement pour le t-shirt personnalisé qu'Annabelle avait trouvé plus tôt, et un acompte pour la réservation chez Vincenzo. Victoria avait même spécifié une table d'angle, pour une visibilité maximale, selon sa note. Annabelle avait passé 6 ans à essayer de plaire à ces gens, supposant que leur froideur faisait simplement partie de leur nature. Mais maintenant, elle comprenait la vérité. Ils n'avaient jamais eu l'intention de l'accepter. Elle n'était pas seulement dans un mariage raté. Elle luttait contre tout un système conçu pour la contrôler et finalement la rejeter. À cet instant, ses dernières larmes séchèrent. À leur place grandit quelque chose de plus dur, de plus fort. Si la famille Johnson voulait la guerre, elle la leur donnerait. Mais elle avait besoin d'un allié. Quelqu'un qui connaissait leur tactique de l'intérieur. Elle devait trouver Damien Johnson. Trouver Damien s'avéra plus facile qu'elle ne l'avait prévu. Une simple recherche sur LinkedIn montra qu'il travaillait comme consultant financier à Boston, à seulement 3 heures de leur ville de banlieue. Sa photo de profil montrait un homme avec la mâchoire de Paul mais des yeux plus doux. Il portait un costume soigné, mais son expression laissait deviner une rébellion tranquille. Aucune mention de sa famille n'apparaissait dans sa biographie. Seulement son parcours scolaire et professionnel. Elle lui envoya un message ce soir-là. « Je m'appelle Annabelle Johnson. Je suis mariée à Paul. Il y a des choses sur votre famille dont je crois que nous devrions discuter. Seriez-vous d'accord pour me rencontrer ?» La réponse arriva le lendemain. Matin. Juste 4 mots. Cornerstone Café. Dimanche. Midi, le trajet jusqu'à Boston lui donna trop de temps pour douter. Et si Damien était pire que les autres? Et si c'était un piège? Ses mains tremblaient alors qu'elle se garait sur le parking du petit café, juste à l'extérieur de la ville. Elle le repéra immédiatement. Damien était assis à une table d'angle, positionné de manière à pouvoir surveiller à la fois la porte et la rue. Une habitude, semblait-il, née de la prudence. Il se leva quand il la vit, l'incertitude vacillant dans ses yeux. De près, il ressemblait encore plus à Paul. Mais en quelque sorte différent.
Comme ce que Paul aurait pu devenir dans un monde plus bienveillant. Annabelle, salua-t-il, lui tendant la main au lieu d'une étreinte. Vous ne ressemblez pas du tout à la photo de mariage qu'il garde sur la cheminée. Ils l'ont encore, demanda-t-elle, surprise. Un léger sourire effleura ses lèvres. Victoria la montre à chaque fois qu'elle parle de vous. Généralement en disant quelque chose comme « c'était ce que Paul pouvait faire de mieux ». La cruauté de cette phrase la piqua encore. Vous leur rendez visite à chaque Noël, demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui. Tous les 3 ans environ, dit-il. Assez pour les apparences. Pas assez pour une vraie connexion. Il l'accepte parce qu'admettre que je suis complètement parti soulèverait des questions. Quand la serveuse arriva, Annabelle commanda un café. Damien attendit qu'elle soit partie, puis se pencha en avant. Alors, quelle catastrophe vous amène ici, demanda-t-il sans détour. Sa franchise la surprit, mais elle facilita l'honnêteté. Paul a enfin montré son vrai visage. Il prévoit de m'humilier à notre dîner d'anniversaire le week-end prochain, dit-elle. Un toast public sur le fait d'être libre, suivi d'un t-shirt qui dit que notre mariage a été une déception. Elle marqua une pause puis ajouta, j'ai découvert qu'il déplaçait de l'argent de nos comptes. Votre mère a aidé à tout planifier. Le visage de Damien ne changea pas, mais ses yeux devinrent froids. Ça leur ressemble bien, dit-il. Les scènes dramatiques sont la spécialité de Victoria. Il l'étudia. La plupart des gens demanderaient simplement le divorce et partiraient. J'ai essayé de maintenir la paix pendant 6 ans, répondit-elle. Ça n'a pas marché. Elle croisa son regard. Maintenant, je veux comprendre à quoi j'ai vraiment affaire. Pendant l'heure qui suivit, Damien révéla la vérité sur la famille dans laquelle elle était entrée. Gabriel Johnson avait bâti son cabinet financier sur des faveurs, pas sur l'éthique. Il prenait des raccourcis et utilisait des secrets pour manipuler des personnes puissantes. Victoria, avec ses relations sociales, ramenait des clients fortunés tout en façonnant une image de famille parfaite. Ma première erreur a été d'être trop bon en maths, dit Damien avec un sourire amer. J'ai rejoint le cabinet juste après l'université, comme papa l'avait prévu. En 3 mois, j'ai trouvé de petits pourcentages prélevés sur les comptes des clients, de manière systématique et dissimulée pendant des années. Quand il affronta son père, Gabriel donna des excuses vagues sur des « frais de gestion » que les clients avaient approuvés verbalement. Quand j'ai insisté et menacé de le dénoncer. Continua Damien, ils m'ont donné le choix, rentrer dans le rang ou disparaître. J'ai choisi de disparaître. J'ai emballé ce que je pouvais et je suis parti cette nuit-là. Au matin, mes comptes bancaires étaient gelés. Mes cartes de crédit annulées. Mon nom retiré du site de l'entreprise. Et Paul, demanda doucement Annabelle. Paul a appelé une semaine plus tard, disant qu'il voulait comprendre ma version. Damien détourna le regard un instant, la douleur traversant son visage. Puis j'ai entendu papa en arrière-plan demander à qui il parlait. Paul a dit « personne » et a raccroché. Il fixa la table. C'était il y a 12 ans. La trahison désinvolte lui sembla familière, faisant écho au traitement que Paul lui réservait. Il n'avait jamais mentionné avoir un frère, pas une seule fois en 6 ans. Damien hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose. Paul a toujours été désespéré pour leur approbation. J'étais l'héritier. Il était le remplaçant, dit-il, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et il a eu tout ce qu'il a toujours voulu, y compris toute leur attention. C'était à la fois un cadeau et une malédiction. Il contrôlait tout, murmura-t-elle, se souvenant des paroles de Madame James. Même la personne qu'il épousait. Surtout ça. Le regard de Damien s'adoucit avec quelque chose comme de la sympathie. Laissez-moi deviner, ils vous ont présenté. Victoria a probablement mentionné à quel point vous seriez parfaite pour Paul dans les 5 minutes qui ont suivi votre rencontre. La précision de ses propos la glaça. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité. Victoria avait insisté pour que Paul y assiste. Elle l'avait qualifié de « rafraîchissante et sans prétention » lorsque Paul la lui avait présentée. Ce qu'elle avait pris pour un compliment se révélait maintenant être un calcul. Il voulait quelqu'un qu'il pourrait contrôler, réalisa-t-elle à voix haute. Quelqu'un de reconnaissant d'être inclus dans leur monde, qui ne poserait pas trop de questions. Et quand vous avez finalement commencé à en poser, dit Damien, le compte à rebours pour votre remplacement a commencé. Elle se sentit mal.
Ils ne m'ont jamais vu comme un membre de la famille, murmura-t-elle. J'ai toujours été temporaire. Ils se déplacèrent dans un petit parc après avoir quitté le café, poursuivant leur conversation sur un banc surplombant un étang. La lumière de l'après-midi s'adoucit tandis que Damien partageait plus de détails sur la dynamique familiale. Avec chaque histoire, les morceaux brisés de sa vie commencèrent à se réaligner en un nouveau schéma. Un schéma où elle n'était pas l'échec, mais la victime inévitable d'un système toxique. J'ai quelque chose que vous devriez voir, dit finalement Damien, sortant un dossier de son sac. Après mon départ, j'ai pris certaines précautions. Une assurance, si vous voulez. Le dossier contenait des copies des documents de partenariat originaux de Johnson Financial. Selon les papiers, le cabinet avait été fondé par Gabriel et son père en tant que partenaires égaux. À la mort du grand-père, la propriété devait être partagée entre Gabriel et ses fils. Papa a fait réécrire les documents après mon départ, expliqua Damien. Ce sont les originaux. Selon la loi, je possède toujours 25% de l'entreprise. Éventuellement, vous et Paul hériteriez de 25% supplémentaires à la mort de Gabriel. Elle fixa les papiers, sa compréhension se faisant lentement. Il t'a complètement évincé, dit-elle. Et Paul ne le sait pas ou s'en fiche. La voix de Damien ne contenait aucune amertume, juste une résignation tranquille. Je n'ai jamais poursuivi l'affaire. Recommencer à zéro semblait plus propre que de se battre pour une place dans une famille qui ne voulait pas de moi. Le soleil se couchait quand ils se séparèrent enfin, échangeant leur numéro de téléphone avec la promesse de rester en contact. Quelque chose était né entre eux, une connexion née de blessures et d'une compréhension commune. Dans les yeux de Damien, elle vit le reflet de qui elle était vraiment. Pas la remplaçante commode que sa famille avait choisie pour Paul. Leur rencontre devint régulière dans les semaines suivantes. Ils furent prudents au début, se retrouvant dans des endroits discrets où les amis de Paul ne les verraient pas. Elle dit à Paul qu'elle avait rejoint un club de lecture pour expliquer ses absences, un mensonge qu'il accepta sans intérêt. Damien lui montra comment se protéger financièrement, l'aidant à sécuriser ses actifs restants. Elle partagea les détails de l'embuscade d'anniversaire à venir, voyant son expression s'assombrir à chaque révélation. L'attirance qui grandit entre eux n'avait pas été planifiée. Elle commença par de petites choses, sa main stabilisant son coude, leurs doigts se frôlant en se passant le café, des regards insistants qui faisaient battre son cœur. Après des années de froideur de la part de Paul, l'attention de Damien était comme entrée dans la lumière du soleil après un long hiver. La nuit où tout changea, ils examinaient des documents financiers dans l'appartement de Damien. Une tempête de printemps faisait rage dehors, la pluie fouettant les fenêtres. Quand elle se leva pour partir, Damien lui prit la main. « Reste, dit-il simplement. Il n'est pas prudent de conduire par ce temps. » Elle resta. Ce qui se passa entre cette nuit-là n'était ni une vengeance ni un rebond. C'était une reconnaissance. Deux personnes blessées par la même famille, trouvant réconfort et compréhension dans les bras l'une de l'autre. 6 semaines plus tard, le test de grossesse se révéla positif. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain, fixant la petite ligne rose avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Paul et elle n'avaient pas eu d'intimité depuis des mois. Il n'y avait aucun doute sur l'identité du père. Elle appela Damien immédiatement. Sa voix était stable quand elle lui annonça la nouvelle, lui demandant ce qu'elle voulait faire. Ne dictant rien, ne supposant rien, juste demandant. À cet instant, elle sut que l'enfant créé entre deux personnes que la famille Johnson avait rejeté serait la plus grande preuve de leur échec. Pas seulement un bébé, mais un nouveau départ. Et soudain, elle sut exactement quelle serait son annonce lors du dîner d'anniversaire. Le test de grossesse avait tout changé. Ce qui avait commencé comme une stratégie défensive pour se protéger de l'humiliation avait évolué en quelque chose de plus. Il ne s'agissait plus seulement d'éviter le piège de Paul. Il s'agissait de créer un avenir libéré du contrôle toxique de la famille Johnson. En regardant ce test positif, elle se sentit étrangement calme. La voie à suivre apparut avec une clarté parfaite. Nous devons agir rapidement, dit Damien lorsqu'ils se rencontrèrent le lendemain, sa main couvrant protectriquement la sienne. Le dîner d'anniversaire est dans moins de 3 semaines. Elle hocha la tête, serrant ses doigts. J'ai fait une liste. La priorité numéro 1 est de sécuriser les actifs. Sa rencontre avec Janet Hank, l'avocate en divorce, l'avait bien préparée.
Janet avait exposé les étapes pour se protéger légalement sans tomber dans un comportement inapproprié qui pourrait se retourner contre elle au tribunal. Le lendemain matin, elle prit rendez-vous avec Vanessa Chin, la conseillère financière que Janet avait recommandée. « Votre situation n'est pas rare », l'assura Vanessa, en examinant les relevés financiers. Les conjoints qui prévoient de partir déplacent souvent des actifs progressivement, en espérant éviter d'être détectés. Vanessa l'aida à documenter le retrait systématique des fonds par Paul, créant une piste écrite pour étayer ses revendications dans le divorce. Ensuite, elles discutèrent de ce qu'elles pouvaient légalement sécuriser. « Votre héritage de votre grand-mère est un bien propre », expliqua Vanessa. « Les fonds sur votre compte personnel sont en sécurité. Quant aux actifs communs, vous avez droit à votre juste part. » Avec ces conseils, elle transféra exactement la moitié de leurs économies communes restantes sur son nouveau compte sécurisé. La transaction serait visible pour Paul, mais comme Vanessa le souligna, c'était tout à fait légal. S'il pose des questions, dites simplement que vous diversifiez les investissements. La maison présentait un défi plus complexe. Paul lui avait souvent rappelé que ses parents avaient aidé pour la compte, un cadeau assorti de conditions invisibles. Cependant, l'acte de propriété mentionnait leurs deux noms. Lorsque Paul mentionna un voyage d'affaires d'une nuit à Philadelphie, elle vit son opportunité. Ces voyages d'affaires étaient devenus plus fréquents, et une vérification rapide de son téléphone jetable confirma ses soupçons, il allait rencontrer Ski dans un hôtel du centre-ville. Dès que sa voiture quitta l'allée, elle appela Malcolm Reed, un agent immobilier connu pour ses ventes rapides et discrètes. En quelques heures, ils parcouraient leur maison. Le marché est en pleine effervescence en ce moment, nota Malcolm, prenant des notes sur sa tablette. Votre emplacement et la rénovation récente de la cuisine vous placent dans une excellente position. Nous pourrions la mettre en vente bien au-dessus de ce que vous avez payé il y a des années. Je ne veux pas encore la mettre en vente, précisa-t-elle. J'ai besoin de comprendre le processus et le calendrier. Mon mari et moi. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, envisageons nos options. L'expression de Malcolm lui dit qu'il comprenait le sous-entendu. J'ai géré de nombreux divorces, Madame Johnson. Si vous décidez de vendre, je peux agir rapidement. La paperasse nécessite les 2 signatures, mais tout le reste peut être préparé à l'avance. Elle le remercia, prenant l'analyse de marché détaillée qu'il avait préparée. Le prix de vente potentiel était plus élevé que prévu, assez pour assurer un nouveau départ, même après avoir partagé les bénéfices avec Paul. Ce soir-là, Annabelle et Damien passèrent en revue leurs progrès autour d'un dîner dans son appartement. Les pièces financières se mettent en place, dit-elle, lui montrant les recommandations de Vanessa et l'analyse de Malcolm. Damien hocha la tête, sortant un portefeuille en cuir. J'ai constitué notre dossier concernant Johnson Financial. Il étala plusieurs documents sur la table. J'ai rencontré mon avocat hier. Ces accords de partenariat sont juridiquement contraignants. Mon père n'avait aucun droit de retirer ma participation dans l'entreprise. Il avait compilé des années de dossiers financiers, de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de correspondance. Ensemble, ils dressaient un tableau clair de la manière dont Gabriel Johnson avait systématiquement effacé son fils aîné de l'entreprise familiale. Selon mon avocat, j'ai des motifs pour un procès substantiel, dit-il. Sa voix restait calme, mais ses yeux montraient la blessure. Pas seulement pour la perte de sa part dans l'entreprise, mais pour les années de dividendes et de croissance manquées. Elle étudia les documents, comprenant l'opportunité qu'il présentait. Tu n'as jamais poursuivi cela avant. Pourquoi maintenant? Son regard croisa le sien, avec une intensité brûlante dans ses yeux bienveillants qu'elle avait appris à aimer. Avant, il ne s'agissait que d'argent. Sa main toucha doucement son ventre. Maintenant, il s'agit d'héritage, de redresser les torts pour plus que moi-même. Leur planification se poursuivit la semaine suivante. Pendant que Paul assistait à des réunions de clients et à des rendez-vous secrets avec Ski, elle préparait tranquillement sa sortie d'un mariage qui n'était devenu rien de plus qu'une performance. Elle tria ses affaires personnelles, retirant les objets de famille et les photographies irremplaçables de leur maison, les stockant dans un petit box de location que Damien avait aidé à trouver. Elle fit suivre le courrier important à une nouvelle boîte postale et changea ses mots de passe personnels sur chaque compte. L'allié la plus critique de son plan apparut lorsqu'elle contacta Benita, la serveuse qui l'avait initialement mise en garde. Elles se rencontrèrent dans un parc loin de Vincenzo et du café où elle travaillait habituellement.
L'expression de Benita était pleine d'inquiétude tandis qu'Annabelle expliquait tout ce qu'elle avait découvert depuis leur dernière rencontre. Ce sont des gens horribles, murmura-t-elle en secouant la tête. Que ferez-vous au dîner? Elle partagea les grandes lignes de son plan, voyant les yeux de Benita s'écarquiller. J'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur, dit-elle. Quelqu'un qui peut t'aider à s'assurer que le timing fonctionne parfaitement. Benita hésita brièvement avant d'hocher la tête. Je suis de service ce soir-là de toute façon. De quoi avez-vous besoin? Elles passèrent l'heure suivante à examiner le plan de Vincenzo, confirmant la table que Victoria avait réservée et planifiant le moment exact de l'entrée de Damien. Benita le garderait caché jusqu'au signal d'Annabelle, le plaçant pour un impact maximal. Répétez votre discours avec moi, suggéra Benita lorsque la logistique fut réglée. Vous voulez que la formulation soit parfaite. Elle se leva, lissant nerveusement sa robe, et commença à répéter les mots qu'elle avait conçus pour sa réponse publique au toast de Paul. Benita écouta attentivement, offrant des conseils pour affiner certaines phrases et souligner les moments clés. Cette pause après avoir mentionné la grossesse, tenez-la plus longtemps, dit Benita. Laissez-le s'imprégner avant de présenter Damien. Et assurez-vous de regarder Victoria droit dans les yeux lorsque vous montrerez les documents sur l'entreprise. Elles répétèrent jusqu'à ce que les mots coulent naturellement. Sa voix se renforçait à chaque répétition. À la troisième fois, même elle croyait à la performance. Vous allez les anéantir, dit Benita avec une satisfaction tranquille. Et il le mérite amplement. La dernière pièce du plan se mit en place lorsque l'avocat de Damien confirma que la paperasse était prête. Les documents juridiques prouvant sa revendication sur Johnson Financial avaient été préparés par des professionnels. Des copies furent faites pour chaque membre de la famille qui serait au dîner. Rien ne serait officiellement déposé avant l'annonce. Une courtoisie sur laquelle Damien insista malgré tout ce que sa famille avait fait. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront ce qui se passe, admit-il. Est-ce mesquin de ma part? Après ce qu'ils nous ont fait à tous les deux, dit-elle en lui serrant la main. J'appellerais ça humain. La veille du dîner d'anniversaire, elle se tenait dans la chambre, regardant la robe qu'elle avait choisie pour l'événement. Un fourreau bleu profond qui montrait confiance et contrôle. Pas le bordeaux que Victoria la poussait toujours à porter pour les occasions familiales. Paul travaillait tard de nouveau, lui donnant le temps de finaliser les préparatifs. Elle prépara un petit sac de nuit avec l'essentiel et le plaça dans le coffre de sa voiture. Tous les documents importants étaient stockés en sécurité dans l'appartement de Damien, avec les objets qui lui tenaient vraiment à cœur. Quoi qu'il arrive le lendemain soir, elle ne reviendrait pas dans cette maison. Un endroit qui n'avait jamais vraiment été un foyer. Damien appela juste au moment où elle finissait de faire ses bagages. « Es-tu prête pour demain ?» Sa voix contenait à la fois de l'inquiétude et de la détermination. « Aussi prête que je ne le serai jamais, dit-elle honnêtement. Effrayée mais certaine. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble là-dedans maintenant. » La chaleur de sa voix l'aida à se stabiliser. D'une manière ou d'une autre, après demain soir, ils ne pourront plus nous faire de mal à aucun de nous deux. Elle pensa au bébé qui grandissait en elle. Un nouveau Johnson, qui ne connaîtrait jamais la manipulation ou la cruauté que Gabriel et Victoria considéraient comme de l'amour. Cet enfant serait élevé avec amour, pas avec contrôle. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne sera pas facile, mais ce sera réel. À demain, alors, dit-elle doucement. Le début du reste. En raccrochant le téléphone, elle entendit la clé de Paul dans la serrure. Prenant une profonde inspiration, elle se prépara à jouer le rôle de l'épouse ignorante une dernière fois. Très bientôt, les masques tomberaient pour de bon. Le jour de leur anniversaire arriva, clair et lumineux. Un samedi de mai parfait qui ne laissait rien présager de la tempête sur le point de frapper. Paul fut étrangement attentionné ce matin-là. Il lui apporta le café au lit, un geste si inhabituel qu'il ne fit que confirmer ce qu'elle savait déjà. Son sourire n'atteignait pas ses yeux alors qu'il lui rappelait leur réservation pour le dîner. 19h chez Vincenzo, dit-il en arrangeant le col de son polo de golf. Maman et papa sont excités de célébrer avec nous. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-elle, égalant son faux enthousiasme avec le sien. Il partit pour sa partie de golf pré-anniversaire avec son père, lui laissant toute la journée pour tout finaliser. Elle et Damien parlèrent brièvement au téléphone, confirmant qu'ils comprenaient le plan. Benita envoya un texto pour dire qu'elle était affectée à leur section du restaurant.
Tout était en place. À 18h30, elle se tenait devant le miroir de leur chambre, lissant le tissu de sa robe bleue. Ses mains tremblaient un peu en mettant les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère, le seul héritage familial qu'elle appréciait vraiment. La femme dans le miroir avait l'air calme, posée, et même belle. Mais ce n'était ni le maquillage ni la robe. C'était le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Paul attendait en bas, vêtu du costume anthracite qu'elle lui avait dit un jour être son préféré. Un autre geste de performance. « Tu es jolie. » dit-il, l'air légèrement surpris. « Merci. C'est une occasion spéciale, après tout. » Elle sourit, prenant son sac à main. À l'intérieur se trouvait tout ce dont elle avait besoin pour la soirée, les dossiers financiers, les accords de partenariat et une petite boîte en velours que Damien lui avait donnée la veille. Le trajet jusqu'à Vincenzo se passa en silence, rompu seulement par les commentaires occasionnels de Paul sur la circulation ou la météo. Elle remarqua que ses doigts blanchissaient sur le volant à l'approche du restaurant, son seul signe visible d'anticipation. Gabriel et Victoria étaient déjà assis à la table d'angle à leur arrivée, exactement comme Benita l'avait prédit. Victoria portait une coûteuse robe bordeaux, la couleur de la famille Johnson, et un sourire qui ne réchauffait pas ses yeux calculateurs. Gabriel se leva pour les saluer, sa poignée de main ferme et impersonnelle comme toujours. 6 ans. Songea Victoria alors qu'il s'installait. On dirait à peine que c'est possible. Le temps passe vite, acquiesça-t-elle agréablement. Tant de choses se sont passées depuis le mariage. Paul commanda immédiatement du champagne, son genou rebondissant nerveusement sous la table. Elle croisa le regard de Benita alors qu'elle s'approchait avec les menus, son subtil hochement de tête confirmant que tout était prêt. Le premier plat arriva dans un brouillard de conversation forcée. Victoria dominait la table avec des histoires sur leurs récents événements au country club, tandis que Gabriel intervenait de temps en temps avec des commentaires sur le marché. Paul n'arrêtait pas de regarder sa montre, son attention clairement fixée sur un moment prédéterminé. « Tu te souviens de notre toast de mariage, Paul » demanda-t-elle innocemment pendant une accalmie. « Ton père a dit quelque chose sur le fait que le mariage était le fondement de l'héritage. » La poitrine de Gabriel se bomba légèrement à cette mention. La famille, c'est tout. Le nom Johnson représente quelque chose dans cette ville. En effet, murmura-t-elle, en pensant à tout ce qu'elle avait appris sur ce que ce nom représentait exactement. Le plat principal venait d'être débarrassé quand Paul mit enfin son plan à exécution. Il jeta un coup d'œil à son père, recevant un léger hochement de tête, puis tapa son couteau contre sa flûte de champagne. Le tintement aigu attira l'attention des tables voisines, exactement comme Victoria l'avait prévu avec son choix de table stratégique. « J'aimerais porter un toast », annonça Paul, sa voix résonnant dans l'atmosphère feutrée du restaurant. Il se leva, le verre levé, les yeux brillants d'un triomphe malveillant. À 6 ans de mariage, il marqua une pause, la regardant avec un sourire narquois, et à la liberté, au célibat et à la quête. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Plusieurs convives se tournèrent pour les dévisager, exactement comme Victoria l'avait voulu. Paul attrapa une boîte cadeau sous sa chaise et la posa devant elle avec un flair théâtral. « Un petit cadeau d'anniversaire » dit-il à haute voix, fait sur mesure. Victoria se pencha en avant avec empressement tandis qu'elle ouvrait la boîte avec des mains fermes. Le t-shirt noir avec ses lettres blanches, 6 ans de déception, y était plié. Gabriel eut un sourire narquois tandis que Victoria gloussa carrément, ses yeux balayant les tables voisines pour s'assurer qu'elle assistait bien à son humiliation. À cet instant, sous le poids de leur cruauté, un calme étrange s'empara d'elle. Cette démonstration pathétique, cette tentative enfantine de la briser. Cela semblait soudain si insignifiant comparé à la vie qui grandissait en elle et à l'avenir qu'elle était sur le point de revendiquer. Elle se leva, souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. Le caractère inattendu de sa réaction fit vaciller le sourire narquois de Paul. « Merci pour le cadeau, Paul » dit-elle, sa voix claire et posée. « C'est en fait le moment parfait. Je voulais faire ma propre annonce ce soir. » La confusion vacilla sur les 3 visages des Johnson. Cela ne faisait pas partie de leur scénario. « D'abord, je veux tous vous remercier de m'avoir montré exactement qui vous êtes. » Elle leva son verre d'eau dans un toast moqueur. « Pendant 6 ans, j'ai essayé de faire partie de cette famille, sans jamais comprendre pourquoi je n'étais jamais à la hauteur. Le spectacle de ce soir rend enfin tout limpide. » L'expression de Paul passa de la confusion à la colère. « Assieds-toi, Annabelle. »
Tu te mets dans l'embarras. Non, Paul. Pour une fois, ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. Elle se tourna pour inclure toute la table dans son regard. Saviez-vous que votre fils déplace systématiquement des fonds de nos comptes communs depuis des mois, préparant ce moment tout en jouant au mari dévoué? Le visage de Victoria se durcit. Ce n'est guère une conversation appropriée pour un dîner. Je suis d'accord, l'interrompit-elle doucement. Pas plus que d'humilier publiquement sa belle-fille. Mais puisque nous avons abandonné les convenances, continuons avec une honnêteté totale. Elle sortit de son sac le premier document. J'ai déjà sécurisé ma moitié de nos actifs, y compris le produit de la vente de notre maison, qui s'est vendu hier bien au-dessus du prix demandé. Elle sourit à leurs expressions choquées. Il s'avère que le marché est excellent en ce moment. Le visage de Paul devint cramoisi. Tu ne peux pas vendre notre maison sans ma signature. Tu as signé le mandat de vente il y a 3 semaines, répondit-elle calmement. Tu te souviens de cette pile de documents professionnels que tu as paraphés sans la lire? Tu devrais vraiment faire plus attention à la paperasse. Gabrielle commença à se lever, mais elle leva la main. Je n'ai pas fini. Il y a quelqu'un d'autre qui mérite d'entendre ça. Elle regarda vers l'entrée et hocha la tête. Damien apparut de l'endroit où il attendait, marchant avec assurance vers leur table. La ressemblance entre les deux frères était indéniable, provoquant la confusion de plusieurs convives voisins. Putain, murmura Victoria, son visage se vidant de toute couleur. Il s'arrêta à côté d'elle, posant une main de soutien au creux de son dos. Bonsoir, mère. Petit frère, ça fait un bail. Le silence stupéfait qui s'abattit sur la table fut profondément satisfaisant. Gabriel se reprit le premier, sa voix un murmure rauque. Quelle est la signification de cette réunion de famille? Attendue depuis longtemps, ne diriez-vous pas, répondit-elle. Paul fixa son frère, puis elle, la compréhension se faisant lentement. Toi et lui, vous avez fait connaissance. Nous avons fini de comparer nos notes sur la dynamique de la famille Johnson. Ça a été très instructif. Damien posa un dossier sur la table. Voici des copies des accords de partenariat originaux de Johnson Financial. Comme vous pouvez le voir, je possède toujours légalement 25% de l'entreprise, malgré la comptabilité créative de père qui suggère le contraire. Le visage de Gabriel se tordit de rage. Tu n'as aucune preuve. Nous avons toutes les preuves, rétorqua calmement Damien. Relevés bancaires, documents originaux, témoignages. Mon avocat a tout préparé pour le dépôt lundi matin. Elle posa sa main protectrice sur son ventre encore plat, portant le coup de grâce. Et une dernière annonce avant de partir. Je suis enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air tandis qu'elle les laissait absorber l'implication. Damien et moi attendons un enfant. Un héritier Johnson, qui ne connaîtra jamais la manipulation et la cruauté que vous trois considérez comme de l'amour. Le restaurant était tombé dans un silence complet. Aux tables voisines, les convives étaient figés, les fourchettes suspendues à mi-chemin de leur bouche. Toute prétention de ne pas écouter avait été abandonnée. Victoria retrouva sa voix la première, sifflant, « Tu as planifié toute cette mascarade pour nous humilier. » Non, Victoria. C'est toi qui as planifié une mascarade pour m'humilier. J'ai simplement refusé de jouer la victime. Elle prit le t-shirt de sa boîte. Vous devriez garder ça. Ça convient mieux à votre famille qu'à moi. Elle posa le t-shirt devant elle, puis prit la main de Damien. Au revoir, Paul. Mon avocate te contactera au sujet du divorce. Alors qu'elle et Damien s'éloignaient, Annabelle entendit le bruit sourd du poing de Gabriel frappant la table, suivi du murmure rauque de Victoria lui disant de se contrôler, et du silence stupéfait de Paul. Ils passèrent devant Benita, qui lui fit un subtil pouce levé de derrière son plateau de service. Dehors, l'air du soir semblait pur et frais sur sa peau. Damien lui serra la main alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de 6 ans se lever de ses épaules. Derrière eux, la porte du restaurant s'ouvrit brutalement alors que Paul sortait en trombe. Il s'arrêta net en les voyant ensemble. « Ce n'est pas fini », cria-t-il, sa voix se brisant légèrement. Elle se retourna une dernière fois, croisant son regard avec assurance. « Tu as raison sur une chose, Paul. Je suis libre maintenant. » Elle sourit, un sourire sincère et sans contrainte,
et cela seul valait la peine d'être célébré. Main dans la main avec Damien, elle s'éloigna de la famille Johnson et de leur héritage toxique, vers quelque chose de réel, d'honnête, quelque chose qui ressemblait enfin à la paix.